bienvenue dans cette édition spéciale élection américaine. Nous sommes en direct de Washington et c'est désormais officiel. La Maison-Blanche qui se trouve derrière moi sera à nouveau habitée par Donald Trump à partir de janvier prochain. Sa victoire est totale. Regardez cette carte électorale teintée de rouge. Alors on n'a pas encore tous les résultats, mais Donald Trump a d'ores et déjà dépassé les 270 grands électeurs nécessaires pour devenir président. Mieux, dans tous les swing states déjà dépouillés, donc ces États décisifs, cruciaux, il arrive devant Kamala Harris. C'est une débâcle pour le camp démocrate. On va analyser, décortiquer tout ça avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Quentin Warlop est en Floride, Éric Destiné en Pennsylvanie, Alice Debatty est en Arizona. On aura également des experts ici en plateau. Mais d'abord, le récit de cette journée d'élection historique, Benoît Feit. Il était près de 2 heures cette nuit à Washington lorsque Fox News annonce avant tout le monde les résultats de l'élection présidentielle américaine. Une projection qui donne Donald Trump gagnant avec plus de 270 grands électeurs en sa faveur. Quelques minutes plus tard, le candidat républicain triomphe devant ses supporters et lance au passage un appel à l'unité du pays. We will make America safe, strong, prosperous, powerful and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. Au même moment, les militants démocrates réunis sur le campus de l'université de Howard à Washington tentent de garder espoir dans l'attente des résultats définitifs. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight. Mais en l'absence de leur candidate, les militants démocrates finiront par quitter les lieux, réalisant que cette élection n'aura finalement pas été aussi serrée qu'annoncée par les sondages. Pour les démocrates, la défaite est amère. Well, we're in a battle in this country. We're in a battle. There's a big fascist movement that's been built. There are a lot of people that have been fundamentally welcomed into a cult, a very dangerous cult. Un avis aux antipodes de l'enthousiasme des électeurs républicains. He's going to make everyone happy again, even if they didn't want him as president. They're going to be wealthier, safer, healthier, everything. So I'm ecstatic. 2 points de vue diamétralement opposés, à l'image d'une Amérique profondément divisée. Et on va rejoindre immédiatement en direct Quentin Warlop qui se trouve en Floride, non loin du QG de Donald Trump. Quentin, il faut le dire, ce soir, la victoire de Donald Trump est absolument totale. Oui, c'est une victoire écrasante. Donald Trump remporte le vote populaire. Ça veut concrètement dire qu'il y a plus d'Américains qui ont voté pour lui que pour Kamala Harris. Et ça, personne ici ne l'avait vu venir. Il n'avait pas réussi à le faire en 2016, ni même en 2020. Pour gagner, il a en fait misé sur un nouvel électorat, le vote des Latinos et l'électorat aux faibles revenus. Et visiblement, ça a fonctionné. Il a réussi à convaincre les Latinos en misant sur leur pouvoir d'achat. Plus d'1 sur 2 a voté pour lui, imaginez-vous. C'est énorme. Une femme m'a tout résumé hier soir. Elle a dit, on n'est pas d'accord sur tout avec Donald Trump, mais on veut plus d'argent. Alors oui, c'est vrai, les salaires ont bien augmenté sous Joe Biden, mais les prix aussi. L'inflation a littéralement explosé. Ici, le prix du lait pour bébé a augmenté de 100% en l'espace de 4 ans. Imaginez-vous quand vous devez combiner parfois plusieurs petits boulots pour tout simplement joindre les 2 bouts à la fin du mois. Donald Trump a donc clairement eu raison de faire campagne sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration et sur le rejet des élites, ce qu'il adore faire. En plus d'avoir séduit donc cet électorat latino, noir, féminin, plus jeune, le milliardaire a surtout mis la main sur les fameux swing states, vous savez, ces états pivots qui font basculer l'élection dans un sens ou dans un autre. Donald Trump est à nouveau le maître du jeu ici aux États-Unis, avec toutes les conséquences que cela aura dans le monde entier pour les 4 prochaines années.
Merci beaucoup Quentin Warlop. Et cet homme qui va devenir à la fois le 45e et le 47e président des États-Unis a un parcours absolument incroyable. Magnat de l'immobilier, condamné à plusieurs reprises par la justice. Il a échappé à 2 tentatives d'assassinat pendant cette campagne. Retour sur un destin absolument hors norme. C'est avec Philippe Antoine. Le poing serré, l'œil confiant. C'est l'une des images classiques que l'on a de Donald Trump, mais on se souvient moins de sa première tentative d'entrer en politique il y a 26 ans. À l'époque, celui qui s'était imposé sur la scène new-yorkaise du business et des médias avait tenté d'être le colistier de George Bush. Monsieur Trump, vous avez dit que si vous vous présentiez comme président, vous gagneriez. Oui, je pense que j'aurai une bonne chance. Quand je fais quelque chose, j'aime gagner, j'aime faire les choses bien, j'ai mes chances. Il lui faudra un peu de patience, mais en 2016, c'est en tant que candidat à la présidence qu'il revient sur la scène politique. I'm going to begin swiftly removing criminal, illegal immigrants from this country. Quelques mois plus tard, en janvier 2017, Donald Trump prête serment en tant que 45e président des États-Unis pour un mandat qui ne sera pas anodin. On retient notamment cette rencontre avec le président de la Corée du Nord. Mais Donald Trump, c'est aussi ce président qui refuse d'accepter sa défaite. Dans la foulée, ses partisans vont prendre d'assaut le Capitole, des images que personne n'imaginait possibles. Cela vaudra à Donald Trump un 2e procès en destitution, mais il sera acquitté par les parlementaires républicains qui le craignent. Ce qui n'est pas le cas de cette femme, Stormy Daniels, une ancienne star porno dont il a voulu acheter le silence. Le tribunal l'a jugée coupable, la peine est censée être prononcée dans quelques semaines. Donald Trump, c'est aussi cette photo d'identité judiciaire littéralement historique quand il a été arrêté en Géorgie pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Ou encore ces milliers de documents classifiés découverts dans sa résidence en Floride alors qu'il aurait dû les rendre en quittant la Maison-Blanche. Et bien sûr, Donald Trump est ce futur président qui a failli être tué lors d'un meeting en juillet dernier et qui, l'oreille en sang, entouré de ses gardes du corps, a fait ce geste vers ses partisans, le poing levé, une fois encore. Et Tara Varma nous a rejoint en plateau. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes chercheuse invitée à la Brookings Institution ici à Washington. À quoi va ressembler la présidence de Donald Trump? Est-ce qu'on a déjà une idée en fonction de son programme et de la campagne qu'il a fait? Merci de l'invitation déjà. Oui, on a une idée. En fait, déjà, on peut se baser sur la première administration Trump, qui était quand même une administration dans laquelle il y a eu du chaos, de la division. Cette fois-ci, il arrive un peu mieux préparé. Il y a notamment le projet 2025 qui avait été préparé par ce think tank qui s'appelle la Heritage Foundation. Très conservateur. Très conservateur, avec vraiment une base de travail sur l'économie, le climat, l'énergie, la politique étrangère, la défense, quand même un sujet de préoccupation clair pour les Européens. Et on va arriver avec, en fait, l'Europe va voir un Donald Trump extrêmement préparé cette fois-ci. Il sait quels sont les grains de sable qui l'ont empêché de réussir la fois précédente, et notamment la bureaucratie un peu lente américaine. Et il a l'intention d'y pallier cette fois-ci en nommant des gens qui lui sont loyaux. Oui, parce que dans les grains de sable, comme vous dites, en tout cas du point de vue de Donald Trump, il y avait en 2016 des garde-fous, des politiciens classiques du Parti républicain autour de lui qui n'existent plus vraiment aujourd'hui, qui ne sont plus là. Absolument, ils ont été totalement marginalisés, ils sont bien moins nombreux qu'avant. En fait, sous Donald Trump et même dans les 4 années qui viennent de précéder sous l'administration Biden, on a vu une forme de régénération du Parti républicain, beaucoup plus jeune, et en fait des gens qui sont acquis à la cause MAGA, Make America Great Again, qui sont acquis à la cause de Donald Trump, qui lui sont loyaux. Et donc effectivement, les garde-fous que les Européens ont connus ces 40 dernières années, ne seront plus là. Et c'est bien ce qui intéresse Donald Trump. En fait, il ne veut plus de garde-fous. Et rappelons quand même qu'il a gagné la présidence, le Sénat, la Cour suprême, et il est peut-être en passe aussi de gagner la Chambre des représentants. Un dernier élément, brièvement. Est-ce que vous avez été surpris par cette victoire? On en discutait avant. Hier, on se disait que ça va peut-être durer plusieurs jours, il va y avoir des décomptes. Et finalement, c'est un raz-de-marée pour Donald Trump.
C'était ce que j'allais dire. Je ne suis pas surprise de sa victoire, mais je suis certainement surprise de l'ampleur qu'elle prend. Parce qu'en plus, pour ajouter à ce que je viens de dire, il a non seulement quasiment remporté toutes ces institutions, mais il a gagné le vote populaire. Et donc, ce que l'on voit cette fois-ci par rapport à 2016, c'est que c'est un vote d'adhésion en faveur de Donald Trump qui a profondément changé le paysage politique américain. Merci beaucoup, Tara Verma, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on le comprend, les États-Unis sont particulièrement divisés ce soir. On parlera de la déception des démocrates dans un instant. Mais d'abord, allons à la rencontre des soutiens républicains. On va rejoindre en Arizona Alice Debatty. Bonsoir Alice, vous avez passé, je pense, la soirée électorale hier avec pas mal de soutien de Donald Trump. Oui, tout à fait. Des supporters de Donald Trump qui, au fur et à mesure de la soirée, exultaient, criaient leur joie, alors que la carte des États-Unis devenait rouge aux couleurs des républicains. Pour eux, c'est la victoire du second amendement. Beaucoup étaient d'ailleurs armés hier soir, mais c'est aussi et surtout la victoire du mur de Donald Trump qu'il a promis de terminer en Arizona, cet État frontalier avec le Mexique. La question de l'immigration illégale était au centre de la campagne. Donald Trump a aussi promis de mettre en place des expulsions massives de migrants. Et puis la question de la religion était aussi présente hier soir et a conditionné le vote de certains Trumpistes en Arizona. Après la victoire annoncée de Donald Trump, certains évoquaient la main de Dieu, comme Doug. Nous l'avons interviewé juste après la déclaration de Donald Trump hier soir. Well, I have to thank our Lord and Savior Jesus Christ, because this has been like a prayer I pray almost every day that President Trump, that he protect President Trump and that he would come in. And it happened. And like I said, God does answer prayers. I believe he loves America. Alice Debatty, merci beaucoup Alice, merci aussi pour toute votre couverture de cette campagne. Voilà donc pour la joie des Républicains qui contraste avec l'immense déception du camp démocrate, d'autant que la défaite est sèche. Avant d'analyser cette défaite avec notre correspondante ici à Washington, Sonia Dridi, merci d'être avec nous. Avant d'en parler avec vous Sonia, on va écouter certains de ces démocrates, écouter leur déception. You want to be a dictator. And I don't think he really I don't think he liked people outside his race, so that's not going to be good for me and my people. So, I'm a little disappointed, but it's America. It's a dark day in America. I don't know if this country will ever survive and recover from this. It's a horrible event. I'm still a little in shock. I'm still processing. I personally am just trying to process what this might mean for me and for the rest of the country and what the 4 years might look like. And let's see if they, can make America great. If they don't have great things planned, we'll definitely see it and you'll hear it on TV, trust me. Oui, Kamala Harris, elle, ne s'est toujours pas exprimée. On entend qu'elle va peut-être le faire dans la soirée. Elle attendrait des résultats plus complets. Sonia Dridi, je me tourne vers vous. Vous êtes donc notre correspondante ici à Washington. Vous avez assisté à la soirée électorale démocrate hier. On imagine que l'ambiance était un peu compliquée parce que c'est une vraie débâcle pour le camp démocrate et pour Kamala Harris. Oui, on est vraiment passé hier soir du rire aux larmes. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une ambiance électrique, beaucoup d'espoir, d'enthousiasme. Et puis, très vite, l'anxiété est montée, l'inquiétude. On a vu les visages se fermer et l'espoir retomber finalement. Alors que une étudiante m'avait dit, par exemple, je suis tellement pressée de raconter cette soirée à mes enfants, mes petits-enfants. Et finalement, ça a été la débâcle et signe que la campagne démocrate a du mal à se remettre de cette défaite. Comme vous l'avez dit, Kamala Harris n'a toujours pas parlé. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle parle ce matin. Finalement, elle va s'exprimer vers 16h de l'université de Howard, donc 22h heure de Bruxelles. Et beaucoup disent qu'en fait, elle est encore tétanisée, sous le choc. Et ça vraiment, on me dit que l'ambiance est très sombre aujourd'hui dans la campagne de Kamala Harris. Et on me dit à l'instant qu'elle vient justement d'appeler Trump pour reconnaître sa défaite. C'est évidemment le jeu démocratique. Un mot quand même du Parti démocrate, il va falloir le réinventer. Alors c'est vraiment le mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est réinvention, essayer de refonder un petit peu ce parti qui, ça fait déjà des années qu'on l'entend, beaucoup de jeunes démocrates ne se sentent pas écoutés, beaucoup d'électorats issus des minorités, des Afro-Américains, les Latinos qui se sentent finalement abandonnés par le Parti démocrate qui, disent-ils, les a pris pour acquis. Donc ça va vraiment être une priorité pour ce parti
parti, s'il veut essayer de remporter encore des élections. On voit qu'actuellement, par exemple, la Chambre des représentants risque de repasser sous le contrôle des Républicains. En tout cas, le Sénat est repassé sous le contrôle des Républicains. Et donc, potentiel pouvoir absolu pour Trump. Exactement. Donc là, il y a vraiment des questions qui vont se poser au sein du parti. Merci beaucoup, Sonia Dri, d'avoir été avec nous. On va vous laisser aller vous reposer un petit peu. Je pense que vous avez vraiment eu de longues journées. En tout cas, on le disait, véritable débacle pour Kamala Harris. À l'heure où nous parlons, elle ne remporterait aucun de ces swing states, ces États décisifs, où on donnait pourtant les deux candidats au coude à coude. Et le plus important de ces États, de ces swing states, le plus important, c'était la Pennsylvanie. Tous les regards étaient tournés vers les 19 grands électeurs de la Pennsylvanie. C'est finalement Trump qui les a remportés. On va rejoindre en Pennsylvanie Éric Destiné. Éric, vous étiez avec des démocrates, je pense, hier. On imagine que les émotions ont dû évoluer au cours de la soirée et pas en bien. Alors Laurent, j'étais avec les démocrates du comté de Erie, ici au nord-ouest de la Pennsylvanie. Je vous résume la soirée en 3 phases et ce sera rapide. 20 heures, enthousiasme. 22 heures, optimisme prudent. Minuit 30, fermeture des portes, douche froide. Les sondages annonçaient un coude à coude. C'est une défaite cuisante pour Kamala Harris. Et si on regarde les chiffres globaux à l'échelle de l'ensemble des États-Unis, il y a quand même quelques informations intéressantes. Par exemple, Donald Trump fait 72 millions de voix à ce stade-ci du dépouillement. C'est en fait à peu près l'équivalent de ce qu'il a réalisé en 2020 lors de sa défaite face à Joe Biden. Il était à 74 millions de voix. Ça veut dire que si il a réussi à capter des segments électoraux comme les latinos, on vient d'en parler, il a surtout réussi à consolider, à conserver et à mobiliser sa base électorale. Kamala Harris, elle, pour l'instant, à ce stade du dépouillement, est à 67 millions de voix. C'est 14 millions de moins que le nombre de voix réalisées par Joe Biden en 2020. Et avec Dominique Van de Capelle, on essayait de comprendre pourquoi. On a parcouru les États-Unis dans une quinzaine d'États pour réaliser notamment un documentaire pour la RTBF. Et en fait, on a rencontré à plusieurs reprises ces électeurs dont on ne parle jamais, ceux qui sont en zone grise, ceux qui défendent à la fois des valeurs conservatrices comme le port d'armes et des valeurs progressistes comme le droit à l'avortement. Et eux nous disaient à chaque fois, Donald Trump, on n'en veut pas. Mais Kamala Harris, on n'en veut pas non plus car on la considère, nous disait-il, globalement comme trop à gauche de l'échiquier politique. Kamala Harris n'est pas parvenue à convaincre, à capter la confiance de ces personnes-là. Kamala Harris ne sera pas la prochaine présidente des États-Unis. Je dois dire qu'on n'a pas beaucoup de recul. Là, les esprits sont en train d'encaisser la nouvelle, surtout que les élections ont été remportées haut la main par Trump, donc oui, on est toujours en train d'encaisser violemment le... Vous avez 2 enfants qui Oui, habitent ici. j'ai 2 enfants. Vous avez voté pour la première fois parce que vous avez la nationalité américaine. Et vous m'aviez dit, en préparant cette interview, je voulais voter aussi pour eux. Le fait que vos enfants vont grandir dans un pays avec Donald Trump à la présidence, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, ce matin, je les ai réveillés, j'ai été désolée de leur annoncer cette nouvelle. Donc oui, effectivement, c'est vrai que c'était une des raisons pour laquelle j'ai fait la demande de citoyenneté. C'était pour avoir le droit de vote, vu que mes enfants grandissent ici. Mais bon, voilà, j'espère qu'on se reverra dans 4 ans avec des meilleures nouvelles que ce qui se passe aujourd'hui. Vous nous avez envoyé une photo de votre voisinage, de votre voisin. Dans votre quartier, il est plutôt à majorité démocrate, mais vous avez une voisine avec qui vous vous entendez bien, qui vote Trump. Quand vous discutez avec elle, vous la connaissez bien, comment elle explique ce choix-là ? Alors, il faut savoir qu'en général, quand on n'est pas du même bord politique, c'est un sujet qu'on n'aborde pas dans nos discussions. Donc, voilà. Mais c'est vrai que plus tard, j'irai la voir et j'aurai une petite discussion avec elle. Vous entendez toujours bien avec elle, c'est le plus important. Merci beaucoup, Élodie Watley-Myers, d'être venue aujourd'hui en plateau. En tout cas, cette élection, elle va avoir des conséquences très importantes au niveau économique, au niveau politique, et ce, sur un plan mondial. Résultat, depuis ce matin, eh bien, les réactions des chefs d'État se multiplient. Regardez ce sujet signé Catherine Tonero. Le président français a été le premier à féliciter Donald Trump sur X, tout en tendant la main au futur président américain. Prêts à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité.
Je pense que voilà, on a deux chefs d'État qui ont des visions probablement différentes sur bon nombre de sujets, mais qui ont déjà l'habitude, si je puis dire, de travailler ensemble. Message de la même teneur du côté de l'Allemagne qui entend préserver la relation transatlantique et plaide déjà pour que l'Europe prenne davantage en main sa propre sécurité. Nous devons maintenant voir grand et investir massivement dans notre sécurité européenne. Soutien inconditionnel du milliardaire, le Premier ministre hongrois n'a pas caché son admiration pour ce comeback de Donald Trump. Je vois une victoire éclatante, peut-être le plus grand retour de l'histoire de la politique occidentale. Cela a été un combat énorme. Il était menacé de prison, sa fortune a été confisquée. Il voulait le tuer. Tout le monde des médias s'est retourné contre lui en Amérique et il a quand même gagné. Sur X, le Premier ministre israélien est allé dans le même sens. Votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouveau départ à l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. L'Union européenne a de son côté insisté sur les mots partenariat et coopération. Enfin, malgré des relations compliquées lors du premier mandat du républicain à la Maison-Blanche, le chef de l'ONU s'est lui aussi dit prêt à travailler avec Donald Trump de façon constructive pour faire face, je cite, aux défis dramatiques de notre monde. Et oui, très clairement, l'une des conséquences les plus importantes pour l'Europe, ça va être la politique de Donald Trump vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Il l'a dit à de multiples reprises, il veut la paix, même si pour ça, il faut couper le soutien financier à l'Ukraine, même si pour cela, il faut céder des territoires ukrainiens aux Russes. On imagine l'inquiétude des Ukrainiens ce soir. Regardez l'analyse de notre correspondante à Kiev, Maureen Mercier. Je couvre cette guerre depuis plus de 2 ans et demi maintenant. C'est la première fois qu'on me dit pardonnez-moi, je ne vais pas pouvoir m'exprimer parce que si j'essaie de le faire, je vais me mettre à pleurer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est brisé. Évidemment, ici à Kiev, on s'y attendait. Mais voilà, c'est concret. Trump est élu, ce même Trump qui le dit très clairement, il ne veut plus aider l'Ukraine ainsi, sauf que cette aide, elle est vitale pour l'Ukraine. L'armée russe n'a jamais été aussi puissante. L'armée ukrainienne passe par une séquence extrêmement compliquée, peut-être la plus compliquée depuis le début de l'invasion russe. C'est une Ukrainienne qui me résumait ce sentiment que la plupart ici partagent. Elle me disait, on comprend maintenant que pour essayer de survivre, on est à peu près seul désormais. Voilà pour l'analyse de décryptage de Maureen Mercier en Ukraine. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette élection ici depuis Washington. Mais l'analyse continue évidemment en plateau à Bruxelles. François de Brigode, c'est à vous. Je vous laisse l'antenne. Merci Laurent, merci aussi aux équipes qui étaient sur place avec vous aux États-Unis. Alors on continue en fait l'analyse avec vous, Régis de Rad. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Alors comment expliquer cette victoire? On peut parler de fameuse victoire. Oui, il faut l'expliquer d'une manière très simple. Trump, ce sont des phrases choc, des phrases slogans qui font mouche et qui percutent. Trump, c'est « no tax on tips ». Pas de taxes sur vos pourboires, pas de taxes sur vos heures supplémentaires. Avec moi, les prix seront moins chers et les Américains ont voté avec leur portefeuille, avec pour principale préoccupation le prix du lait, le prix des crackers, le prix du poulet du dimanche, le prix de l'essence. Durant la campagne, il s'était rendu dans un supermarché, il avait donné un billet de $100 à une femme qui faisait la file à la caisse. Trump, c'est ce genre de populisme. C'est aussi la victoire, on peut le dire, sur le thème de l'immigration, Régis. Oui, c'était l'autre thème principal de la campagne de Donald Trump et il n'a pas hésité à être raciste tout au long de cette campagne en accusant les migrants de manger des chiens et des chats, les chiens et les chats, les animaux domestiques des Américains et surtout en laissant croire à la population immigrée légale que les migrants clandestins viennent leur voler leurs allocations, les allocations auxquelles ils ont droit et viennent occuper leur logement. Là encore, apparemment, il a visé juste. Et puis les hommes latinos ont voté massivement pour lui. Oui, la marée de vote rouge s'étend largement au-delà des hommes blancs des zones rurales du pays, comme c'était le cas lors de sa précédente élection. L'électorat masculin, afro-américain notamment, et un homme hispano-américain sur 2 a voté Trump. Les démocrates avaient misé sur le vote féminin dans le secret de l'isoloir, mais c'est le vote masculiniste, viriliste qui s'est imposé. Kamala Harris se heurte
encore une fois, au plafond de verre qui interdit apparemment aux femmes d'accéder à la fonction suprême aux États-Unis. Alors, on va se poser la question aussi au niveau international. Quelles seront les conséquences de cette victoire de Donald Trump pour d'autres pays? On vient de l'entendre, c'est en Ukraine que les préoccupations sont les plus fortes. Trump a promis de mettre fin à cette guerre en 24 heures. Il n'a pas expliqué comment. Va-t-il stopper l'aide américaine à Kiev et obliger Volodymyr Zelensky à capituler et à céder du territoire aux Russes? Nous le verrons. Alors, autre front important, c'est évidemment le Proche-Orient et la guerre entre Israël et ses voisins. Oui, Benjamin Netanyahou a félicité immédiatement Donald Trump, qui est son meilleur allié. Israël a besoin des bombes américaines pour continuer sa guerre à Gaza, sa guerre au Liban, pour potentiellement frapper l'Iran. L'Iran qu'il faut, disait Donald Trump pendant la campagne, faire exploser en 1000 morceaux. Va-t-il convaincre Benjamin Netanyahou de signer des cessez-le-feu? L'histoire, là encore, est en marche. Alors, est-ce que Donald Trump est ce qu'on appelle un va-t-en en guerre? Est-ce qu'il va aggraver la situation qui est déjà plus que tendue, c'est le moins qu'on puisse dire? Mais en réalité, Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime faire des deals, des transactions. Il marche également au rapport de force. Dans son premier mandat, il l'a souligné, il n'a engagé son pays dans aucun conflit mondial. Et il dit qu'il veut finir les guerres, surtout quand elles coûtent cher aux États-Unis, et même si elles assurent la production des fabricants d'armes américains. Merci Régis pour cette analyse. Et puis chez nous, le Premier ministre Alexander De Croo a félicité, dans un bref message sur X, Donald Trump. En ces termes, félicitations président élu Donald Trump. La Belgique se réjouit de pouvoir continuer à renforcer le lien transatlantique. Des alliances solides seront nécessaires pour relever les défis mondiaux actuels et assurer notre prospérité, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. Alors, ce retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis risque d'entraîner aussi des conséquences concrètes pour l'économie belge et européenne. Donald Trump envisage notamment d'augmenter les droits de douane sur les produits importés aux États-Unis. Reportage, Laurie Cailloux. Droit de douane, le plus beau mot du dictionnaire selon Donald Trump. L'une de ses promesses de campagne est d'augmenter ses droits et d'instaurer une taxe à l'importation de 10 à 20% supplémentaires. De quoi inquiéter cette entreprise belge qui exporte du chocolat en Amérique. Ici, on fait justement l'emballage de grandes commandes qui partent aux États-Unis pour la fin d'année. Le marché américain, c'est presque la moitié du chiffre d'affaires. Il y a déjà 6,2% de taxes à l'importation aux États-Unis depuis toujours, donc c'est intégré dans les prix, tout le monde est habitué. Il ne faudrait pas que ça monte encore trop. On peut espérer un peu qu'il y a parfois des effets d'annonce avant des élections et puis que dans la pratique, ce ne sera pas aussi grave que ce qu'on a annoncé. C'est ce que j'espère un peu. Car les prix du chocolat pourraient augmenter en Amérique et faire baisser les ventes. Sentiment différent ici chez John Cockerill. Sidérurgie, hydrogène, Cockerill est implanté sur le sol américain dans plusieurs secteurs. Mais pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. La politique américaine de réindustrialisation des États-Unis est largement portée par les deux partis. Elle est bipartisane. Et nous avons le même soutien par les deux partis dans les différents États dans lesquels nous opérons. On ne faut pas attendre de grands chamboulements en matière de soutien à l'industrie. Au contraire, peut-être une accélération encore supérieure par rapport à ce qui a été porté par le Parti démocrate au cours des dernières années. Les États-Unis sont un partenaire commercial important, le premier de la Wallonie hors Union européenne. Il représente 7% des exportations wallonnes. Il s'agit surtout de produits pharmaceutiques et de la chimie, qui correspondent à peu près à 60%. Et là, on imagine moins une guerre commerciale, c'est-à-dire on imagine moins des barrières tarifaires s'élever, et donc une taxe de 10%, ce qui prévoit sur à peu près tous les produits, mais à mon avis, pas sur ces produits-là. Mais, somme toute, des impacts sur peut-être des produits agroalimentaires ou des produits acier. Le retour de Trump à la Maison-Blanche signe également le retour d'un programme économique protectionniste.